Imaginez un peu. Vous recevez un colis anonyme. Dedans, un livre, Les Fleurs du Mal, Baudelaire, et une note. Bizarre. Elle vous demande de penser à un prénom féminin. Bon, vous le faites, et là, incroyable, la note vous dit que ce prénom, Delphine, il est à la page 122, vers 14 du livre. Ah oui, quand même. C'est précis. Carrément. C'est plus qu'intriguant, hein. C'est le point de départ un peu fou d'une affaire très très sombre qu'on va décortiquer aujourd'hui, à partir d'extraits d'un récit policier assez dense. On va donc plonger ensemble dans une enquête tortueuse, menée par la crime parisienne, le fameux 36 quai des Orfèvres, au début des années 90. Tout part de ce colis mystérieux, et ça nous mène très vite vers une scène de crime macabre, et puis la disparition inquiétante d'une artiste, Delphine Escrémieux. Exactement. Nos sources, ce sont des passages clés d'un roman policier qui nous plongent vraiment au cœur de l'investigation. On va suivre les enquêteurs, leurs pistes, les fausses pistes aussi, les découvertes parfois choquantes et tous les méandres psychologiques de cette affaire hors norme. Notre mission, si on peut dire, essayer de mêler un peu les fils de cette intrigue incroyablement tordue, identifier les indices clés, cachés dans le texte, et comprendre pas seulement comment l'enquête avance, mais aussi les motivations très obscures derrière tout ça. Accrochez-vous, on part pour une exploration en profondeur. Alors, tout commence avec Philippe Vasquez, un type normal, vendeur, qui trouve cette enveloppe anonyme, dans sa boîte, dedans le Baudelaire et cette note. Elle commence par des phrases très vagues, genre « tu as des points faibles »,« tu as besoin d'être aimé », on dirait un peu un horoscope, quoi. Ah mais c'est exactement ça, c'est l'effet Barnum, une technique de manip psychologique assez courante. On flatte, on touche la personne avec des généralités pour la rendre plus réceptive. On crée une illusion de connexion, quoi. Avant de passer à la suite. Et la suite, elle est bluffante. Vasquez pense Delphine. La note lui dit pile où trouver ça dans le livre, page 122 vers 14. Et là, coïncidence de dingue, c'est le prénom d'une de ses voisines, Delphine Escrémieux. Ah oui. La note lui demande alors d'aller chercher une autre lettre. Pour lui, soi-disant, mais déposée dans la boîte de Delphine parce que l'expéditeur dit qu'il ne peut pas le faire. C'est étrange, non? Très étrange. Et l'utilisation de Baudelaire, c'est pas anodin non plus. La littérature comme outil central, comme clé de l'énigme. Le but semble assez clair. Manipuler Vasquez pour qu'il s'intéresse à la boîte aux lettres de sa voisine et qu'il déclenche la suite des événements. C'est un plan machiavélique. Oui, d'autant que Vasquez, il n'est pas le seul à être visé. Un certain Marc Lampin reçoit une lettre un peu pareille. L'expéditeur y joue sur une sorte de hasard calculé. Premier arrivé, premier servi. Et pour ajouter à la confusion, un voisin voit un type en blouson bombers qui rôde près des boîtes aux lettres. Qui c'est? Celui-là, on ne sait pas à ce moment-là. Vasquez, lui, il est troublé par cette prédiction. Il finit par ouvrir la boîte de Delphine et là, il trouve une photo Polaroid très, très choquante. Ce hasard contrôlé, c'est une tactique intéressante, oui. Ça augmente les chances que quelqu'un morde à l'hameçon et en même temps, ça peut créer des témoins ou des pistes différentes comme ce type aux bombers. Mais l'objectif numéro 1, ça reste de focaliser l'attention sur Delphine Escrémieux. Et cette photo, justement, elle conduit Vasquez et un tout jeune inspecteur, Franck Charcot, il vient d'arriver à la crime, jusqu'à Saint-Forget dans les Yvelines. Et là, dans un container isolé, aménagé bizarrement, il tombe sur une scène d'horreur. Ah oui. Le corps d'une femme. On saura plus tard que c'est Hélène Lemaire. Elle a un sac en papier sur la tête. Et dessus, dessiné grossièrement, des yeux et une bouche au rouge à lèvres. La mise en scène, elle est glaçante. Et très étudiée. Le sac sur la tête, c'est pour déshumaniser la victime, la transformer en objet, en chose. C'est souvent le fait de tueurs qui supportent pas le regard de leur victime, même morte. C'est ça. Et le dessin grotesque, ça ajoute une touche de dérision macabre. Presque enfantin, en décalage complet avec la violence de la scène. Et l'horreur ne s'arrête pas là, hein. Des photos d'enfants nus sont accrochées au mur, le mot « pagode » peint en lettres rouges dégoulinantes sur la porte intérieure du conteneur. Et puis, il y a ce détail super troublant. L'endroit a l'air d'être une chambre close. La porte était verrouillée de l'intérieur avec un verrou spécial à molette, en plus de la serrure normale. Il n'y a pas d'autre sortie visible. Comment c'est possible, ça? C'est la question clé. La symbolique de pagode, elle est obscure à ce stade. Référence asiatique, un code, avec cette mise en scène très soignée, le sadisme qui semble contrôlé, l'évitement du regard et ce mystère de la chambre close, on commence à esquisser le profil d'un tueur très intelligent, méticuleux,
et avec une personnalité sans doute très, très perturbée. Comment il est entré et surtout comment il est sorti. Et pour rajouter une couche de complexité, on trouve près du corps un autre livre, Le Horla de Maupassant. Le choix n'est sûrement pas un hasard. Ah non, certainement pas. Le Horla, c'est l'histoire d'une présence invisible, dévorante, qui rend fou. Ça résonne avec la disparition de Delphine Escrémieux, comme si elle s'était volatilisée. Et bien sûr avec l'énigme de la chambre close. Le tueur a l'air de jouer avec les nerfs des enquêteurs. Il sème des indices littéraires. D'ailleurs, on apprendra plus tard qu'une autre scène de crime a été découverte chez Hélène Lemaire, à Elbeuf, après qu'on ait signalé sa disparition. Sur un mur, le mot Houdini était peint. Ça forme une paire évidente avec pagode. Pagode et Houdini. Là aussi, l'enlèvement a l'air de s'être fait sans effraction majeure, peut-être pendant qu'elle dormait. La référence au magicien Houdini, elle est claire. Le maître de l'évasion, des chambres closes, justement. Cette paire de mots, ça suggère un jeu de piste intellectuel. Un défi lancé aux flics qui mélange littérature, illusionnisme et peut-être même une forme de magie noire. Face à un truc pareil, l'enquête est logiquement confiée à un groupe de la crime. Il est dirigé par Thierry Brossard, surnommé Titi. Dans son équipe, on a donc le jeune Charcot, encore un peu bleu, mais aussi des figures plus aguerries. Le vétéran cynique Serge Amandier, dit l'Épagnol, l'analyste pointu Florence Ferriot, le très procédurieux Alain Glichard, le Glaive, et l'intello du groupe, Romuald Fayol, qu'on appelle Einstein, une sacrée brochette. Oui, le récit décrit bien l'atmosphère du 36 à l'époque. Une marmite d'ego, comme c'est dit, avec des rivalités bien réelles, notamment entre Brossard et un autre chef de groupe, Santucci. On voit l'importance capitale des procédures, des PV, mais aussi de ces notes informelles, les fameuses bulles d'enquête. Et puis il y a le poids du passé. Le cynisme d'Amandier, par exemple, visiblement marqué par une agression violente qu'il a subie des années plus tôt. L'enquête, logiquement, elle se concentre sur Delphine Escrémieux. C'est par elle que tout a commencé. Alors qui est-elle ? Une artiste peintre, assez solitaire, milieu bourgeois, mais des relations tendues avec ses parents. Elle vit entre Paris, dans le Marais, et son atelier près de Saint-Forget. On apprend qu'elle fréquente des boutiques de luxe, un resto libanais précis. On découvre aussi son homosexualité, qu'elle cachait apparemment, et un détail crucial. Peu avant de disparaître, elle avait déposé une main courante pour harcèlement. La piste pour la retrouver, elle vient d'une inscription découverte sur ce fameux verrou spécial de la chambre close. D.E. Saclay. Les initiales de Delphine et un lieu. À Saclay, dans une ferme abandonnée, les enquêteurs font une découverte terrible. Oui. Delphine est là, vivante, mais dans un état épouvantable, catatonique, complètement absente. Retrouvée dans une porcherie immonde. À côté d'elle, une longue caisse en bois et un trou, fraîchement creusé. L'horreur absolue. Est-ce qu'on a voulu l'enterrer vivante ? Sur son torse rasé, le mot « puits » est écrit au marqueur. Et dans une mallette juste à côté, une quinzaine de godémichés de toutes sortes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? L'état de Delphine est terrifiant. Le texte décrit des symptômes physiques graves. Nécrose de la langue, des éruptions cutanées, une pupille qui réagit plus à la lumière. Et psychologiquement, elle est dans une apathie totale, comme vidée. Ça suggère un traumatisme extrême, peut-être un genre de lavage de cerveau. Oui, Les médecins vont d'ailleurs suspecter l'usage d'un poison très particulier, la tétrodotoxine, la TTX. C'est une neurotoxine super puissante qui peut provoquer une paralysie qui ressemble à la mort. On la trouve chez le poisson fugu et elle est associée dans l'imaginaire au rituel de zombification en Haïti. ah oui, d'accord. Ça pourrait expliquer son état catatonique. Et lier cette affaire à des pratiques encore plus obscures. L'idée de l'enterrement vivant, c'est juste insoutenable. Et là, l'enquête prend un tournant encore plus dramatique. Le père de Delphine, André Escrémieux, est interrogé. Au début, il est arrogant, distant. Puis, on le confronte aux photos d'enfants nus trouvées à Saint-Forget. L'une d'elles a été volée chez lui lors d'un cambriolage qu'il n'avait jamais signalé. Tiens donc. Sous la pression, il craque. Il a l'air d'avouer à demi-mot une implication, avant de se suicider de façon spectaculaire, en plein 36, en avalant du thémique, un pesticide hyper toxique. Quel coup de théâtre! Et ça a des conséquences lourdes. Brossard est jugé responsable de cette faille de surveillance. Il est viré de l'enquête, au profit de son rival, Santucci, ce qui empoisonne encore plus l'ambiance, évidemment. Oui, c'est clair. Et comme si ça suffisait pas, l'IGPN, la police des polices,
ouvre une enquête sur les circonstances de ce suicide. Ça met une pression énorme sur les enquêteurs qui sont déjà sous le choc. L'enquête repart donc, mais sur des pistes encore plus complexes et qui s'entremêlent. La première, c'est celle du poison, la TTX. On la confirme chez Hélène Lemaire et on la suspecte très fortement chez Delphine. Cette piste mène les flics à un trafiquant d'animaux exotiques, Félix Scotty. Il aurait fourni des bestioles rares contenant cette toxine à une femme noire, mystérieuse décrite comme une bokor. C'est un terme qui désigne une prêtresse ou une sorcière dans le voodoo haïtien, capable de manipuler les poisons, les sorts. D'accord. Mais Scotty est retrouvé mort peu après, tué de façon atroce par un serpent mamba noir, vengeance de la bokor. La confirmation de l'usage de TTX, c'est un élément majeur. Sa rareté, la complexité pour l'extraire, pour l'utiliser correctement sans tuer tout de suite la victime, tout ça, ça indique une planification hyper méticuleuse, voire l'intervention de spécialistes. L'hypothèse vaudou, avec cette bokor, ça ajoute une dimension rituelle, ésotérique, qui se superpose au sadisme des mises en scène. On a journaux très très troubles. Deuxième piste, la magie, l'illusion. Ce fameux verrou miraculeux de la chambre close, ça conduit Florence Ferriot vers un artisan qui crée des accessoires de magie, Maxime Raffner. C'est lui qui fait le lien entre la paire pagode Houdini et un tour célèbre du magicien avec une pagode chinoise de torture. Ah oui! Raffner parle aussi d'une phrase trouvée dans une lettre du tueur, celle qui ouvre la porte du secret. Il suggère une piste, une magicienne spécialisée dans les illusions un peu sombres qui se fait appeler Circé. Son vrai nom serait Caroline Brandier. Et elle aurait un lien avec l'hôpital Meurin, un endroit où le père Escrémieux a bossé. Encore un lien qui se tisse. Et la troisième piste, c'est la serrurerie. On découvre que plusieurs personnes qui ont reçu les lettres, au début Vasquez, Lampin et deux autres, ont toutes fait appel, des années avant, au même serrurier pour des dépannages. Ah, intéressant. Cet homme, c'est David Merlin. Et son surnom dans le milieu, Houdini, pour sa capacité incroyable à ouvrir n'importe quelle serrure. Sa description physique, barbe, lunettes, casquette, ça colle avec certains témoins vus près des lieux clés. Le problème, David Merlin a disparu de la circulation depuis 2 ans. 3 pistes qui semblaient distinctes, le poison vaudou, la magie et Houdini, le serrurier surnommé Houdini. On sent que les pièces du puzzle commencent à s'emboîter là, même si l'image reste floue. Le lien Merlin-Houdini, c'est trop gros pour être une coïncidence. Le basculement, il se fait pendant la perquisition de l'appart de David Merlin. C'est un lieu très perturbant. On y trouve un mélange bizarre. Des mannequins abîmés, des fétiches qui semblent liés au vaudou, des tableaux volés chez Delphine Escrémieux et du matos de surveillance super high-tech. Mais la découverte la plus étrange, c'est sur son répondeur, un message codé dans un langage que les spécialistes identifient comme de la cryptophasie. C'est un langage secret que développent souvent les jumeaux. Ça suggère très fortement qu'il a un jumeau, ou une jumelle. Une jumelle. Cette nouvelle piste, elle mène les enquêteurs en Haute-Savoie, à Sallanches. Pourquoi là-bas? Parce que Hélène Lemaire, la première victime, elle a grandi là. Et là, révélation, elle était dans la même classe que des jumeaux, David et Julie Lescure. Ah voilà. Leur histoire familiale est tragique. Incendie du chalet familial, les parents meurent. On croyait David mort dans l'incendie. Julie, elle, a survécu, mais elle a été profondément traumatisée. Elle avait subi un harcèlement scolaire terrible, on la surnommait la femme des cavernes à cause de son apparence jugée trop masculine. Pauvre gamine. Après ça, elle a été placée en institution psychiatrique, elle a tenté de se suicider. Un parcours très lourd. C'est à ce moment-là qu'une info capitale remonte. Elle vient d'un ancien collègue du père Escrémieux, Grégoire Millet, que Florence Ferriot a contacté. Millet révèle des pratiques médicales extrêmement controversées menées par André Escrémieux et un pédiatre très connu, Albert Lagarde, à l'hôpital Meurin, dans les années 60 et 70. C'est-à-dire ? Ils intervenaient sur des enfants nés intersexués, c'est-à-dire avec des caractéristiques sexuelles biologiques qui ne correspondent pas aux définitions classiques de mâle ou femelle. Escrémieux et Lagarde pratiquaient des chirurgies irréversibles pour assigner un sexe définitif à ces enfants, le plus souvent féminin. Ils se basaient sur la théorie de la page blanche, très en vogue à l'époque, mais complètement discréditée aujourd'hui. La page blanche. L'idée que l'identité de genre serait juste une construction sociale, qu'on pourrait l'imposer. Tout ça se faisait dans le secret le plus total, sans le consentement des familles, et encore moins des enfants, bien sûr. Émiline émet une hypothèse terrible. Et si le tueur était une de ses victimes ? Mon Dieu. Et ça pourrait être Julie Lescure. Et l'hypothèse se confirme.
De manière dramatique, on comprend que Circé, la magicienne, c'est en fait Julie Lescure. David n'est pas mort dans l'incendie. C'est Julie qui, pour survivre psychologiquement peut-être, pour échapper à son passé, a pris l'identité de son frère, mort. Elle est devenue David Merlin. David Merlin, le serrurien insaisissable, oui. Tout en développant cette autre personnalité, Circé, la magicienne sombre. Le message en cryptophasie sur le répondeur, c'était sans doute un dialogue entre ces deux facettes de son identité complètement brisée. C'est terrible, hein. Sa vengeance est méticuleusement orchestrée. Elle vise tous ceux qu'elle juge responsables de sa vie détruite. André Escrémieux, le médecin qui l'a opéré, qui l'a mutilé, Hélène Lemaire, celle qui l'a harcelé, humilié à l'école, et Albert Lagarde, le pédiatre complice des opérations. La confrontation finale est terrible. Julie David attire Lagarde dans un piège mortel. Une mise en scène macabre inspirée d'un tour de magie classique. La femme coupée en deux, la noyade contrôlée. Mon Dieu. Florence Ferriot, qui était venue interroger Circé et Julie sans savoir encore toute la vérité, se retrouve prise au piège elle aussi. Mais au moment crucial, Julie David retourne l'arme contre elle-même. Elle se suicide. Florence échappe de justesse à la mort grâce à un détail technique, un trucage de la scie que Julie David avait préparé. Comme un dernier clin d'œil à l'illusion. Le mobile est donc d'une complexité et d'une noirceur extrême. C'est pas juste une vengeance, c'est le cri de désespoir d'une identité brisée dès l'enfance par des pratiques médicales abusives, basées sur des théories dangereuses, validistes, et tout ça exacerbé par la cruauté sociale. Une tragédie où la victime, poussée à bout, devient elle-même un monstre pour tenter d'exister. Mais l'histoire, enfin, ce qu'on lit dans ces extraits, ça ne s'arrête pas tout à fait là. En parallèle de cette enquête principale sur Pagadeodini, le jeune inspecteur Charcot, lui, il suivait une intuition sur une vieille série de meurtres non résolus, l'affaire des disparus du Sud parisien. Ah oui, c'est vrai. Il avait repéré un schéma troublant. Des petits incidents, départs de feu, fuites de gaz, qui nécessitaient l'intervention des secours. Ça s'était produit près du domicile des victimes, peu avant qu'elles disparaissent. Il soupçonnait quelqu'un parmi les intervenants. Il avait même une idée de l'arme, des ciseaux spéciaux utilisés par les urgentistes. Et le récit suggère très fortement, via l'analyse d'une page manquante d'une bulle d'enquête, que Charcot retrouve une conclusion assez dérangeante à cette affaire. Le coupable des disparus serait Richard Jumont, infirmier et demi-frère de Serge Amandier, l'épagne, le collègue cynique de Charcot. Quoi ? Il y aurait eu une confrontation violente entre les deux demi-frères dans le passé. Amandier aurait peut-être gravement blessé Jumont pour l'arrêter ou le punir avant de couvrir l'affaire. Ça expliquerait après coup le cynisme profond d'Amandier, son comportement parfois limite, et sa réaction presque protectrice mais ambiguë quand Charcot commençait à se rapprocher trop de cette vérité. Incroyable. Voilà donc le tableau final dressé par ces extraits. Une affaire d'une complexité et d'une noirceur rare, qui nous a emmenés des colis piégés de Paris aux forêts paumées, des illusions de magie au poison vaudou, pour aboutir à la tragédie d'une identité brisée par des fautes médicales et des traumatismes qui s'enchaînent. Le coupable, ou plutôt la coupable, aux multiples visages, qui cherche une forme de justice terrible à travers des mises en scène symboliques et macabres. Les thèmes soulevés sont d'une force incroyable. La construction de l'identité de genre et ses dérives quand la médecine s'en mêle sans éthique. Les conséquences dévastatrices des traumatismes et des secrets de famille. La fallibilité de la mémoire, des apparences. Et puis aussi les zones d'ombre au sein même des institutions qui sont censées protéger, comme la police, avec des enquêteurs qui sont eux-mêmes confrontés à leurs propres démons, à des choix moraux très difficiles. L'enquête principale, elle trouve sa résolution tragique, mais tellement de questions restent en suspens à la fin de ces extraits. Comment les enquêteurs, surtout Florence Ferriot et Franck Charcot, vont se reconstruire après avoir été confrontés à une telle horreur, après avoir vécu ces drames d'aussi près? Et surtout, qu'est-ce que Charcot va faire de sa découverte potentiellement explosive sur son collègue Amandier et l'affaire des disparus? Le texte nous laisse là, avec cette interrogation pesante. Qu'est-ce qu'il reste en nous, après avoir côtoyé d'aussi près la monstruosité? Surtout quand elle peut prendre les traits d'un collègue, d'une victime, ou même d'une partie de soi-même. Et ça laisse matière à réflexion, c'est sûr.